Cube Radio. Mais qui croire dans toute cette histoire de logement abordable? Il manque des logements, c'est la faute des immigrants. Non, c'était déjà de même avant. Après ça, on dirait un jeu de clous, là, tu sais, j'ai mis, comment on disait ça, Don Mario, là, dans... Le pipe wrench dans le living room. Exactement. On se demande tout le temps, la bonne statistique vient où puis dans quelle case? On va en parler encore une fois avec Vincent Geloso de l'Institut économique de Montréal. Salut Vincent. Bonjour. Ça va bien? Hey Vincent, t'as envoyé une série de chiffres fort intéressantes, puis tu vas nous donner ton point de vue aussi à la fin sur c'est quoi la réalité du logement, créer du logement, faire du logement, la faisabilité de tout ça, puis surtout aussi les règles. Est-ce que ça incite à le faire? Est-ce que ça nuit? Ça fait que donne à Mario et moi un peu la substance de base là, qui sont la réalité actuellement du marché de ça, du logement. Ben, premièrement, commençons par l'essentiel que beaucoup de gens en politique ont de la difficulté à comprendre, l'offre et la demande. Si l'offre est rendue rigide par des règlements, par des restrictions, par des coûts de conformité réglementaire, l'offre a plus de difficultés à s'ajuster à des changements de demande. Et ce phénomène-là, que je décris, dans plusieurs villes nord-américaines, ce qu'on remarque, et Montréal ne fait pas exception, on voit la multiplication depuis les années 90 de limites de densité, de restrictions sur les caractéristiques des bâtiments, de zonage de plus en plus strict, de délais d'approbation qui augmentent. Par exemple, en 2024, le délai d'approbation pour obtenir un permis de construction était de 370 jours à peu près. Des taxes foncières qui augmentent et qui sont très élevées, et aussi des réquisitions, appelons ça comme ça, où est-ce que des projets immobiliers doivent avoir un certain type de logement, donc on doit forcer certains types de construction. Ajouter toutes ces réglementations-là ensemble, le cumulatif, en fait, le produit de ces réglementations-là, c'est que l'offre devient de plus en plus incapable de s'ajuster à des changements de population, de telle sorte que le résultat est, on voit les prix augmenter. Mais comment, excuse-moi Oui. Vincent, mais comment ça peut prendre 370 jours avant de recevoir un permis? Qu'est-ce qui est aussi long? Veux-tu dire, il y a une personne au permis pour toutes les demandes? Ou comment ça peut être aussi long? Non, en fait, c'est parce qu'on a politisé le processus de construction. Okay. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les maires des villes, qui prétendent souvent être des gens qui se soucient du commun des mortels, et on appelle ça le home voter hypothesis en économie, c'est que les propriétaires immobiliers sont très contents, en fait, de ces restrictions-là. Parce que si vous êtes propriétaire et que vous voyez une augmentation de la demande dans la ville, mais que la construction ne peut pas s'ajuster, votre richesse a augmenté via la valeur de votre propriété. Je comprends. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les politiciens, dont la mairesse Plante, en fait, est l'amie des millionnaires et des milliardaires à Montréal, tout simplement parce qu'elle leur transfère énormément de richesses en empêchant à l'offre de s'ajuster. Le meilleur indicateur de ça, c'est qu'on peut regarder le bon indice d'affordabilité du logement, c'est de diviser le prix d'un logement moyen par le revenu médian, donc le revenu de la personne au milieu de la distribution. Donc, pas le revenu moyen, le revenu de M. Joe Blow, si on veut. La personne, le voteur médian, la personne type. Et ce qu'on remarque, c'est que entre, par exemple, 1920 et 2000, à Montréal, c'est très facile de construire. Et chaque fois qu'il y avait des grosses augmentations de population, la construction s'ajustait assez vite, de telle sorte que le ratio que je vous décris, c'était toujours à peu près autour de 3 fois. Donc, c'est-à-dire que le revenu, il fallait 3 ans de revenu annuel pour acheter une maison. C'était à peu près ça, et c'était constant à travers le temps, ce qui voulait dire qu'on s'ajustait au changement de demande en ajoutant des nouvelles unités. Depuis le début des années 90, cette tendance-là a été cassée et on a vu, en fait, les prix commencer à augmenter plus vite que les revenus. Et ça, c'est parce que les villes ont commencé à dire, on a beaucoup de bénéfices électoraux à collecter comme politiciens en restrictant la construction. Alors, tous les gens, en fait, que j'entends parler, qui défendent des restrictions, qui défendent d'ajouter des restrictions, qui le font sous le couvert de justice sociale, sont les gens les plus régressifs que j'ai jamais vus,
parce que, en toute pratique, ils font un transfert massif vers les gens les plus riches et rajoutent à tout ça un blocage pour les endroits que sont les villes. Les endroits des villes sont des vecteurs de mobilité sociale et donc on bloque des gens dans des endroits avec moins d'opportunités socio-économiques et on leur dit restez dans ces endroits-là parce qu'on va rendre la ville plus inaccessible. Et si ça prenait 3 ans pour avoir les moyens de se payer un édifice à l'époque, depuis 1920 jusqu'aux années 90, ça en prend combien d'années maintenant? Ça dépend. Il faut que dans le détail, là, les données qu'on utilisait avant pour qu'ils soient cohérentes, il faut utiliser une certaine donnée. Les nouvelles données sont un peu différentes, donc les deux ratios ne s'ajustent pas. C'est plus de regarder la stabilité. Mais si le ratio, disons, on garde toutes les proportions gardées, si le ratio était de 3, aujourd'hui, il semble avoir augmenté. Donc, le ratio semble avoir augmenté de 70% de ce qu'il était avant. Donc, au lieu d'être 3, on parlerait d'à peu près, disons, 5. Okay? OK. C'est à peu près ça, la proportion. Okay. Toute proportion gardée pour garder les données uniformes, ça serait ça, à peu près 5. Ben, en tout cas, et c'est sur 20 ans, à peu près. Ouais. Je peux vous dire que mon père a acheté sa première maison 10 000, puis cette année-là, il a fait 8 000. C'est un an de salaire, une maison, là. C'est fou, hein? Ben, c'est ça, ça dépend. La maison moyenne, c'est pas toujours la même chose. Il faut toujours s'assurer de créer le bon représentatif. Mais oui, c'est ça l'idée, c'est que même aujourd'hui, si on essaie de. C'est un cabanon, c'est un petit cabanon qu'il y avait dans le fond chez mon grand-père, ça, qui dit je vais acheter. Non, c'était une vraie maison, pour vrai. Ça n'était pas Non, mais c'est plus dans le sens. Si on garde toutes les proportions à travers le temps, j'essaie pas de nier l'exemple, mais cette proportion-là, si votre père était là aujourd'hui, au lieu d'être du 1,2 pour 10, disons, excusez-moi, disons, c'était 10 pour 8, vous avez dit, donc à peu près 1,25. Ben, au lieu d'être 1,25, ça serait pour lui, disons, 2 fois plus. Ouais. Donc, 2 années de revenus au lieu d'1,25. Ça serait quelque chose comme ça que je vous décris. Bon, je veux t'entendre, Vincent Gelodio, sur 2 articles que j'ai lus de Maxime Bergeron de La Presse dans les derniers jours. Un ce matin, puis un récemment. Et lui, ce qu'il dit, c'est fort intéressant. C'est qu'il est allé voir une grande tour au centre-ville, juste en bas du Centre Bell. Il y a une grande tour de 662 logements. Il n'y aura pas un condo là-dedans. C'est la tour avec le plus de logements à Montréal. C'est du locatif seulement. That's it. Il y a un hôtel en bas qui va s'appeler Moxie. Puis en haut, tu as 662 unités. C'est du stock, là. Même ça. 63 étages. Et c'est cher. Ça commence à 2000 $ pour un 3,5. Ben voyons donc. 3002, 3003 pour un 3 chambres, puis près de 4000 pour un 3 chambres. OK? Bon. Et puis, évidemment, c'est assez luxueux, puis telle affaire. La théorie, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un qui a de l'argent va quitter un logement ordinaire en disant « je veux être mieux logé », il libère un logement ordinaire à moindre coût pour quelqu'un qui, lui aussi, va... Bref, un appel d'air vers le haut. Tu me suis? Oui, c'est ce qu'on appelle l'effet de percolation. Bon. Maintenant, l'IRIS, que tu connais aussi, explique qu'il y a... Oui, j'ai vu ta face. Mais l'IRIS, quand même, c'est des gens dont... Ben, alors... Mais je pourrais dire la même chose de l'Institut économique de Montréal. C'est-à-dire que c'est toujours des études très, très pertinentes avec la même conclusion. Donc, peu importe ce que vous faites, c'est moins d'impôts, plus de privé. Ça fait que tout ça est discutable, mon cher Vincent. Mais la réalité, c'est la suivante. Eux autres, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont montré 2 graphiques qu'au fil des années à Montréal, les permis de démolition tombent tout le temps, puis les permis dits de transformation, donc de rénovation, montent. Alors, la logique qu'ils prétendent présenter, c'est que quand on dit « Ah, on fait une belle grande tour chère, donc on libère des unités moins dispendieuses et moins hautes », le propriétaire s'empresse de les rénover, puis elle aussi monte dans le prix. Voilà. Ben oui, c'est donc, sûr. La percolation irait toujours dans le même sens. Qu'est-ce que tu dis de ça, Vincent? Ben en fait, c'est là qu'on a le danger de ce que je pourrais appeler du journalisme anecdotique, c'est qu'on regarde un cas et on oublie de l'inscrire dans ce qu'on pourrait appeler un cadre théorique qui pourrait expliquer la chose. Et ce que je vous décris depuis tantôt peut parfaitement expliquer ce que vous venez de décrire. Quand vous augmentez les coûts pour des délais d'approbation, le délai d'approbation est le même indépendamment du type de projet. Si c'est le même coût pour tous les types de projets, quel type de projet, si on doit en faire un, va être privilégié? On va faire ceux qui ont des rendements plus élevés, donc on va délaisser les logements plus modiques, la construction de logements plus modiques, et on va se concentrer sur le haut de gamme. C'est un des effets pervers de la réglementation où l'effet n'étant pas égal à travers tous les types de logements, on peut voir en fait une augmentation de la construction de certains types de logements.
Mais c'est quelque chose que la littérature empirique démontre fréquemment. Donc, par exemple, dans les villes qui ont du contrôle des loyers, les logements qui sont assujettis ou qui pourraient être assujettis au contrôle des loyers, les unités ne s'ajoutent pas. Par contre, on ajoute des unités qui ne seront jamais assujetties au contrôle des loyers, donc des condos, des duplex, des choses que les gens vont devenir propriétaires, mais qui sont beaucoup plus dispendieux. Alors, le marché se réoriente. C'est une forme de distorsion qui est créée. Et ce qui est décrit encore une fois, ce qui est une anecdote, cette anecdote-là s'établit parfaitement dans ce que je décris, c'est que la réglementation a des coûts. Et je vais quand même qualifier un peu le commentaire qui est souvent fait à propos de l'Institut comme on dit tout le temps la même chose. Il y a des choses que, si on pousse la conversation, il y a beaucoup de chercheurs à l'Institut, notamment moi, qui défendent des mesures où est-ce que, bien, il faut cibler l'aide. Contrôler le marché du logement va créer plein de conséquences perverses comme celles que je décris. Par contre, je veux que ça soit accessible. Donc, s'il y a des manières de cibler directement l'aide à certaines personnes, donc via des transferts, une aide mensuelle pour le loyer, des aides à la pauvreté, en termes de concept, j'ai pas de problème avec ça. Les modalités peuvent être discutées, mais c'est un concept que je trouve plus efficace, beaucoup plus ciblé, beaucoup plus juste et beaucoup moins pervers dans les choses qu'on n'observe pas immédiatement que de multiplier des interventions qui, les politiciens ne semblent pas comprendre parfaitement. C'est pour ça que je reviens à mon point initial. L'administration Plante, l'administration Coder qui l'a précédée, sont des administrations qui ont été très régressives parce que le résultat de la chose qu'ils ont faite, c'est un gros transfert de richesse vers les gens qui détiennent des propriétés à Montréal. Et la ville aussi aime bien ça parce qu'en même temps, ils peuvent en taxer une partie de cette augmentation-là. Oui, donc, c'est une série d'incitations perverses, mais qui sont fondamentalement régressives parce qu'elles rendent les villes, ces vecteurs de mobilité sociale, inaccessibles. Donc, ton résumé de ta position, Vincent, si je comprends bien, c'est que réguler le marché, c'est pas une façon de le rendre équitable. C'est d'appuyer peut-être l'entrée. Est-ce que je résume assez bien ton truc? C'est parfaitement dit. OK. Bon, on va arrêter là-dessus parce que j'aime ça quand c'est parfaitement dit. C'est moi qui ai le dernier mot. J'adore. J'ai pas de problème à terminer sur une note d'accord avec Thomas. Hey, merci Vincent Geloso. On se reparle bientôt. Salut Vincent.